Ces soirées que l'UDAF porte s'inscrivent dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents de la CAF. Ce deuxième vendredi soir des familles portera sur le thème des oppositions et des crises de nos petits. C'est pas simple d'être parent et nous sommes tous pris au dépourvu face aux crises de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous aider à comprendre et à gérer ces crises, nous accueillons Catherine Lecourriard. Alors, merci Catherine de te prêter à cet exercice difficile de parler aux familles à travers un écran. Tu es consultante en parentalité, tu accompagnes des stages, des formations, des ateliers qui sont ouverts aux parents, aux professionnels de l'éducation et de la petite enfance. Tu as créé Parenthousiasme, si je ne me trompe pas, voilà. Et tu es membre du réseau national Parentalité créative. Ce soir, tu nous accompagnes sur le thème opposition et crise, quel positionnement adopter? Bonsoir. Alors déjà, je tiens à dire que je n'ai jamais animé d'atelier sous ce format. C'est vraiment très nouveau pour moi. Alors d'habitude, je suis entourée de parents. Là, je sais que vous êtes là. Vous allez pouvoir utiliser le chat. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont vraiment l'habitude de communiquer comme ça. N'hésitez pas, dans un atelier de parents, dans un groupe de parents, il y a des échanges d'astuces, il y a beaucoup de partage entre les parents, il y a quelque chose de très, de très spontané, de très humaniste qui se fait. Là, cette forme, moi je suis devant une caméra, mais bon, je sais que vous êtes là. Donc, je ne vous oublie pas, effectivement, je vous ai préparé quelques pistes issues d'auteurs, de beaucoup de parents que j'ai accompagnés, que j'accompagne en ce moment. Je vais les illustrer avec des illustrations du magazine PEPS. J'espère que ce sera le plus joyeux possible et puis que ça répondra à vos questions, le plus créatif, tiens, osons le dire. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à participer. Moi, je ne verrai pas forcément le chat, mais ici, il y a toute une équipe qui est vraiment super au top et qui vont me passer un peu soit les questions, soit un peu la température de la soirée. On a 1 heure pour ce thème haut en couleur qui est donc au sujet des oppositions et des crises. S'il y a quelque chose qui peut nous réactiver en tant que parents, nous agacer même quelquefois, c'est bien ça au quotidien. En tout cas, moi, quand mon premier enfant, donc je suis maman de 2 enfants, ils ont 13 ans et demi et 10 ans et demi, et quand mon premier enfant a commencé à faire ses premières crises de rage plusieurs fois par jour, franchement, j'avais juste envie d'un truc, c'était que ça s'arrête et tout de suite. Hein. Il n'y avait pas de… C'était super compliqué pour moi. Et cette histoire il fallait que ça s'arrête tout de suite, je sais que c'est quelque chose, c'est comme ça que mes émotions ont été accompagnées quand j'étais enfant. Eh bien ouais, en tant que parent, on a à comprendre et à observer que notre passé d'enfant refait surface. Alors, le petit slide que je vous ai préparé là-dessus, c'est celui-ci. Pendant l'enfance, on a parfois entendu des injonctions comme celles que vous pouvez lire là. On a pu comprendre que nos ressentis n'étaient pas corrects. On ne devait pas trop exprimer ni la joie, ni la colère, ni le chagrin. Je ne sais pas comment vous avez géré tout ça quand vous étiez enfant. On a peut-être même appris à les nier, à les réprimer pour une question de survie. Hein. Ce n'était pas parce qu'on l'avait décidé, mais il fallait absolument être aimé par nos figures d'attachement, par nos parents. Et du coup, quand on comprenait un petit peu que si on était triste ou qu'on se mettait en colère, ça faisait pleurer maman, on ne le faisait pas beaucoup, hein, parce que c'était quand même… ou alors qu'on se sentait méchant, méchante, on ne le faisait pas forcément à qui mieux.
Donc vous, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de comment vos colères, vos chagrins étaient perçus ou étaient accueillis quand vous étiez enfant. Alors, voilà, vous pouvez effectivement profiter du chat, mais vous pouvez aussi vous poser cette question pour vous-même. Comment est-ce que j'ai été accompagnée dans mes propres émotions? Ça va conditionner comment on va accompagner nos propres enfants dans leurs émotions. Ça me paraît vraiment important de le dire dès le début. Derrière nos réactions d'aujourd'hui avec nos enfants, nos comportements, il y a aussi nos propres besoins. On a plein de besoins, évidemment. Alors, je vais vous passer ce petit moment. Vous voyez, on se voit quand même, hein, donc ça, c'est chouette de pouvoir se voir. Et en même temps, j'avais envie d'illustrer mes propos. Il y a quand même pas mal de lectures. Voilà, prenez ce qui est bon à prendre. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que le fait de combler nos besoins d'adultes est une manière de remplir notre réservoir affectif. C'est une image, cette histoire de réservoir affectif. Ce réservoir va être effectivement, quand il est vide, il y a une décharge d'émotions. Donc moi, perso, je râle, voilà, je suis plus agitée, je crie, voilà, je suis sous tension. Voilà. Personnellement, un des trucs qui me rend le plus exécrable, c'est la fatigue. Quand je suis fatiguée, eh bien, je disjoncte. Voilà. Alors, quand mes petits étaient bébés et se réveillaient trop souvent à mon goût la nuit, franchement, j'étais tellement fatiguée. Et au lieu de me dire que j'étais trop fatiguée, eh bien, je me disais que j'étais une mauvaise mère, qu'il n'y avait que mes bébés qui faisaient ça et pas les autres, que c'était moi le problème, en fait, que voilà, j'arrivais pas à sortir de cette histoire, que c'était peut-être juste, maintenant que je le sais, si j'étais juste crevée, en fait. J'avais besoin de faire des siestes plus souvent, voilà. Donc, peut-être que vous pouvez vous poser la question de ce qui vide votre réservoir affectif, votre réservoir personnel en ce moment. On vit une période particulière qui peut être anxiogène, qui nous coupe des autres, qui nous coupe peut-être de nous-mêmes. Donc, il y a quelques exemples sur ce slide. Il y a d'autres problèmes qui peuvent effectivement vider notre réservoir et faire qu'on dysfonctionne, nous, en tant qu'adultes. Voilà. Alors, les besoins. Effectivement, pensons-y systématiquement aux besoins. Alors, on distingue, enfin, je ne sais pas si le mot distingue est approprié, il y a les besoins physiologiques, donc là, c'est tout ce qui est la faim, le sommeil, l'hygiène naturelle. Le contact physique affectueux est un besoin physiologique. Alors, j'ai envie de dire pour les enfants, pour les adultes aussi, hein, nous avons besoin de contact physique affectueux, de câlins, de caresses, voilà. Les besoins psychologiques sont aussi très, très criants chez nous. L'amour, la confiance, je vous en ai mis certains. Le besoin d'être considéré. Le besoin de justice. Là, j'entends les aînés des fratries qui ont besoin de justice. Ça va? Quand ce réservoir est vide, l'enfant, eh bien, lui, va vivre une décharge d'émotions encore plus intense que la nôtre. Pourquoi? Parce que leur cerveau est immature, donc ils sont, on va dire, particulièrement victimes de ce phénomène de besoins non comblés.
Encore une fois, il faut vraiment y penser à cette histoire de besoin en fin de journée. On les récupère, ils sont fatigués, nos enfants commencent à se taper dessus, on ne comprend pas ce qui se passe. Non, c'est pas que chez nous d'ailleurs, hein, c'est un petit peu partout. Il est 18h30. Voilà. Est-ce qu'il y a des besoins à combler? Est-ce qu'on sort, je sais pas, les amandes, les raisins secs, la carotte pour grignoter ou est-ce qu'on va faire un gros câlin ou, voilà. En tout cas, il crie, il se roule par terre, il va avoir quelque chose vraiment de très intense. On est dans notre sujet du soir, les grosses colères. Voilà, donc ça sert à… Alors, ce que j'ai envie de dire dès le début, c'est que ça sert à rien de lui parler, de faire appel à sa raison. C'est pas par ce canal-là qu'on va y arriver. Il a besoin, par contre, de notre présence. La semaine dernière, avec… on va pouvoir… voilà, j'ose… Voilà. La semaine dernière, Corinne, une psychologue du Sud-Gironde, nous expliquait, nous a beaucoup parlé de la théorie de l'attachement. C'est vraiment hyper important d'avoir ces informations en tant que parent aujourd'hui, je trouve. On a vraiment beaucoup de chance, en fait, de savoir que nous sommes la figure d'attachement principale, secondaire, on s'en fiche. C'est sur nous qui vont décharger le plus ces crises émotionnelles, et c'est pour ça que quand on les récupère de la crèche, de chez les grands-parents, eh bien, ils nous disent, ces super adultes qui sont occupés de nos enfants, et franchement, on les remercie de tout cœur, ils nous disent que notre enfant, il s'est super bien endormi, il s'endort comme une masse tout seul, il est hyper sage. Il est hyper sage, notre enfant. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, avec moi, il n'est pas du tout pareil. Je mets 2 heures à l'endormir, il me sollicite énormément, il est tout le temps, tu sais, sur mon pantalon ou mon jupon, ça dépend ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Comment ça se fait que ce soit aussi difficile, en fait, avec moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Regardez, on se pose encore la question. Eh ben en fait, non, on fait rien de mal. Il n'y a qu'avec nous qui vont pouvoir décharger ces émotions. Alors encore une fois, il y a les émotions et puis il y a ce petit, comment ça s'appelle? Comment je pourrais dire? Un petit comportement de koala, de mammifère, de petit chimpanzé qui va s'agripper à nous. Et oui, merci petit koala, c'est sur moi que tu viens, tu me fais confiance. Alors, comment je peux… Oui, Camille. Bonsoir à tous. Oui. Alors, du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu des gens qui rebondissent un petit peu sur ce que tu dis. Et du coup, je voudrais quand même souligner, donc dans le chat, on a quand même Anaïs qui nous dit « J'attends beaucoup de savoir comment on peut aller contre nos propres conditionnements. » Parce que tu parlais du conditionnement pour ne pas reproduire le schéma que l'on a vécu. C'est une question intéressante. Donc, elle n'était pas dans les questions, elle était dans le chat, mais je pense que ça mérite une petite réponse. Oui, alors les propres conditionnements, on va y arriver peut-être pendant tout le déroulé. Oui. C'est vraiment effectivement nos conditionnements. On voit que comment nos besoins ont été accompagnés, nos émotions ont été accompagnées, vont avoir un lien avec comment est-ce que je vais prendre les choses en fait, comment je vais prendre le fait que mon enfant se roule par terre. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on nous a appris. On a vu que si on nous a dit stop à ça assez rapidement, eh bien, on va dire stop assez rapidement. Pendant toute la soirée, on va voir qu'effectivement, on a une forme de mémoire qui est stockée et qui dans notre cerveau et qui fait qu'on va réactiver des anciens schémas,
un espèce de pilote automatique qui se met en route très très rapidement. Donc bah ouais, Anaïs, bienvenue dans ce long chemin qui est de s'accompagner soi-même en accompagnant nos enfants. Hein. C'est sûr que tu as tout à fait trouvé l'axe de travail et de réflexion et de questionnement. On va pas le lâcher, cet axe, de toute la soirée. Hein. Tu es d'accord, Camille? Ah oui, là, c'est vraiment, on se dit comment on peut débrancher ce... comment ça se fait qu'il y a des situations qui sortent du placard comme ça, qui s'invitent d'une manière aussi automatique. Donc, ouais, merci de nous mettre dans ce sujet-là directement. Alors, on a aussi une autre question. Est-ce oui. que je peux, parce que du coup, on a Sophie qui nous pose une petite question. Alors, je voudrais essayer quelque chose, mais je ne sais pas si… voilà, si, nickel, on arrive à la voir, la question. Voilà, j'ai une petite fille de 5 ans, très émotive, qui pleure souvent. Comment l'accompagner dans la gestion de ses émotions? Et elle rajoute, Sophie, à noter qu'elle nous dit ne pas savoir pourquoi elle pleure. Ouais, ok. Alors, la piste des besoins va peut-être apporter, Sophie, une petite réponse. Reste là toute la soirée. Je pense que ça va te passionner. Je ne peux pas te dire pourquoi ta fille pleure, évidemment. Une décharge émotionnelle, on le voit encore sur la photo. Là, quelquefois, l'enfant, il s'est fait un tout petit bobo. On entend la petite voix qui nous dit « mais non, c'est rien ». Pour lui, c'est énorme. Pourquoi? On ne sait pas, nous, pourquoi. Mais on part du principe qu'il a ses raisons, hein, et qu'il a… Voilà, que ça a l'air énorme pour lui. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il s'est croûté dans la cour et que il a été tout seul et que d'habitude on lui met du pchit, on lui donne une granule et puis là on lui a rien fait et il a hyper été mal. On ne sait pas en fait. Il a ses raisons. Donc partons du principe que ce soit des pleurs, une colère, une crise de rage, on le verra un peu plus tard, cette espèce d'émotions super intenses du tout petit autour des 2 ans. Toutes les émotions sont à traiter de la même manière. Donc, je vais me permettre de… Voilà. Prendre l'enfant au sérieux, c'est ça que j'avais envie de dire aussi. Oui, on a à prendre l'enfant au sérieux, rester à ses côtés, surtout valider son ressenti. Un ressenti qui est validé va nous permettre vraiment, il va se sentir considéré. Encore une fois, c'est vraiment son besoin impérieux d'être considéré. Je le mets en plus grand, voilà, parce qu'en plus la photo est très belle. La question, juste pour… voilà, la plupart du temps, quand le besoin est comblé, l'enfant arrête de hurler. Au sens, je mets des guillemets en disant hurler, il arrête de devoir mettre autant d'énergie pour se faire comprendre, pour se faire entendre, pour se faire considérer. Donc, valider son ressenti me paraît absolument essentiel. Hein. Je peux peut-être juste rebondir du coup, Catherine, parce que c'est vrai qu'on a Laure qui nous donne une question très intéressante qui va aussi dessus, parce que tu parles de câlin. C'est comment gérer une crise quand un enfant refuse d'être pris dans les bras, mais refuse en même temps qu'on s'éloigne de lui. Voilà, oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord avec, comment elle s'appelle? C'est Laure. Laure, merci, parce qu'effectivement, on lit dans les livres, etc., qu'il faut rester proche de nos enfants, que le câlin, c'est super, etc. Oui, la plupart du temps, ça va faire son job. Seulement, d'ailleurs, encore une fois, c'est pas des outils magiques, ça fait son job, c'est une manière… peut-être pas très correct de le dire, parce que si mon intention n'est pas une vraie connexion, je peux toujours y aller. Hein. Cet outil-là ne fonctionnera pas. Si je fais le câlin en pensant et en regardant mon portable, laissez tomber tout de suite. Hein. Il n'y a pas de connexion. Donc, comment… Elle refuse. Cette petite, alors, elle refuse. Oui, moi aussi, ça m'arrive souvent. Ils n'ont pas envie d'être vus quelquefois dans ces crises de rage ou dans ces émotions extrêmement fortes. Ou alors, ils ont juste envie d'être tranquilles. On peut se souvenir de la dernière fois qu'on a été en colère, où on s'est senti vraiment complètement débordé dans nos émotions. On n'a pas tellement envie, en fait, d'être vu. Donc, l'enfant, plus il va grandir, plus il va
aller dans sa chambre, fermer la porte, la claquer, clac, terminé. Moi, j'ai envie de dire, le micro est là, pardon pour le bruit, grattons à la porte, on peut lui dire, je suis encore là. En fait, tu peux venir à n'importe quel moment, c'est possible. Je suis là. Je sors de ton espace de voilà, mais physique. Mais par contre, je reste là si tu as besoin finalement. Est-ce que je peux enlever cette question et puis passer à la prochaine? Voilà. Appuyez sur la touche entrée plutôt que supprime. C'est une soirée où on est très connecté. Donc, je trouvais l'image assez intéressante. Qu'en pensez-vous? Ça veut tout dire, hein. Aller à la rencontre du paysage de l'enfant, c'est ça. Alors, ils nous disent, alors, le problème, je dirais, en tant qu'individu, il n'y a pas que les enfants qui ont ce problème-là, c'est nous aussi, c'est qu'on ne va pas dire de quoi on a besoin. On ne sait pas. Alors, je vous ai mis quelques petites cartes. Peut-être que ça va nous aider à comprendre de quoi chaque enfant de notre... Voilà, chacun de nos enfants a besoin en ce moment. Il y a des besoins qui crient plus fort que d'autres. On a tous plein de besoins et ces petites cartes ne sont pas du tout, je dirais, c'est pas une liste exhaustive de tous les besoins. Tiens, d'ailleurs, dans le, regardez ça, dans ce genre de, dans cette, comment ça s'appelle? Toc, regardez, clac, j'y arrive pas, mais enfin bon. T'as la main. Il y a une très belle liste des besoins dans cet ouvrage. Regardez la liste des besoins dans cet ouvrage, elle est énorme. Et c'est dans ce livre des éditions Pour Penser. Et ça lui, mais le thème est là, les émotions, mode d'emploi. Les listes d'émotions, il y en a des tonnes et des tonnes. On n'a pas que celle-ci, mais je voulais quand même vous montrer ces cartes. Voilà, vous voyez, je m'en sors quand même pas trop mal, mais bon, il y a des loupés, quoi. C'est pas grave, hein. Voilà. Un petit chaud doudou pour moi ce soir, qui suis dans un exercice quand même que je ne connais pas du tout. Voilà. Très bien. Donc, voilà nos besoins. Je te remercie, Camille. Vous avez peut-être trouvé donc l'enfant de Laure, peut-être qu'en ce moment, de quoi est-ce qu'elle a particulièrement besoin et qu'est-ce qu'elle évacue en fait en pleurant de à ce point-là. À ce point-là. Laure, je suis sûre que tu auras trouvé une piste au moins. Ça, c'est des petits exemples. C'est toujours la même série de cartes sur les besoins. Mais là, je les ai triés pour que ce soit un petit peu plus des besoins, peut-être, que l'on peut nous ressentir en tant qu'adultes. Alors, je vous invite aussi à le noter, votre besoin le plus impérieux du moment. C'est vraiment important de se le noter et de ne pas le perdre de vue, celui-là. Ce soir, je ne sais pas si vous allez pouvoir le combler, mais il va falloir quand même s'en occuper de ce besoin-là. Vous avez besoin de dormir, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'être touché. Je suis sûre que vous avez besoin d'être touché pour certains. Il y a des besoins qui sont mis à mal. Voilà. Et parfois, les besoins au centre de la famille vont se confronter. On se marche sur les pieds, dites donc, ils sont trop mignons ces petits pieds. Mais des besoins qui se confrontent, qui s'affrontent, ça crée de gros malentendus. Non, pardon, clac. Le premier malentendu, j'avais envie de vous... qui peut arriver, ça peut être les malentendus qui peuvent arriver pendant les périodes du coucher, du sommeil. C'est quand même des gros moments. Vous chattez, ça chatte, ça chatte, c'est sûr. Il y a quand même aussi une question, donc je vais la mettre en avant, donc de Elisa, qui parle quand même du besoin. Alors il y a le besoin de câlin et de proximité que tu disais, mais là du coup elle se pose la question si elle n'est pas trop proche. Je suis mère au foyer de 2 bébés, de 9 et 26 mois qui va à la crèche.
Est-ce que le fait que je sois au foyer tout le temps à la maison, ma première fille me sollicite en forte intensité. Suis-je trop présente? Dois-je m'éloigner? C'est l'aîné qui… C'est l'aîné, apparemment. Ah, mais l'aîné, ça on le verra à la fin de l'intervention. L'aîné, c'est vraiment, c'est un hyper important. Elle va effectivement quelquefois beaucoup régresser. Il n'y a mille et une raisons de retrouver la figure d'attachement, surtout quand on commence, quand on est grande sœur, quand on commence voilà, dans la vie, quand il y a un autre qui arrive sur notre territoire. Auprès, aussi collés de nos figures d'attachement quand même. C'est quand même pas rien l'histoire de la fratrie. On leur fait un sacré truc à nos enfants. Donc oui, notre enfant, là il y a un bébé de 9 mois, il vient juste de naître en fait. Donc l'aîné peut en effet avoir un gros besoin de proximité. Bon courage à toi parce que du coup tu as 2 bébés. Moins de 2 ans, c'est considéré vraiment… là, je me doute que tu es très contente qu'elle aille un petit peu à la crèche. Tu es maman solo? Elle est maman solo? Non, je suis voilà. Mère au foyer. Mais par contre, du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'elle doit s'éloigner? Non. Ah bah, l'attachement, elle a besoin de s'attacher à toi particulièrement en ce moment. Il y a cette phase-là. Tu sais, alors la semaine prochaine, on aura… Kitri qui nous parlera de l'autonomie. L'autonomie n'arrive que quand l'enfant est prêt, c'est lui qui le décide, c'est pas nous qui pouvons le mettre à la porte de la relation ou de la maison. Enfin, on le fait, mettre la porte à la maison puisqu'ils vont à la crèche, ils vont à l'école, etc. Donc on le fait, les mettre à la porte. Mais en tout cas, moi, je te soutiens dans le fait de lui apporter le plus d'attention possible à ton enfant et à prendre soin de toi parce que apporter beaucoup à son bébé, à sa petite bambinette de 2 ans, évidemment que c'est très énergivore. Donc, on t'apporte tout notre soutien ce soir. Et merci pour cette question. Ça répond? Ça répond. Je pense que tu parlais du réservoir affectif. C'est ça, quand le réservoir affectif est plein, c'est là oui. On est autonome. Juste, du coup, ce réservoir affectif, j'ai une question que je n'avais pas encore mise parce que je cherchais le moment pour la mettre, de Florence, qui parle en cas de couple séparé. Comment combler le manque d'affection éprouvé chez l'autre parent et éviter le conflit et la colère exprimée relatif à ce manque? Oui, il y aura de la décharge. Il y aura plus de décharge par rapport au manque, c'est sûr. Comment tu t'appelles? Comment elle… Florence. C'est sûr que là, il y a beaucoup plus de décharge, j'imagine, le soir. Alors, l'enfant, il va décharger, peut-être qu'il va faire plus de crises de rage alors qu'il voudra pleurer. D'ailleurs, une crise de rage, il y a des pleurs, bien souvent. Donc là, il y a un manque, il y a quelque chose qui est difficile pour notre enfant, là. Voilà, là aussi, oui, ça va être… Alors là, il y avait un parent dans un de mes groupes en ce moment qui partageait le fait que l'enfant pouvait faire des enregistrements. Alors là aussi, c'est très technique, mais sur les téléphones, Messenger ou je ne sais pas, on peut s'enregistrer. C'est-à-dire que l'enfant peut enregistrer un petit message à son parent qui est absent en ce moment, qui peut peut-être pas joignable là maintenant tout de suite à 23h s'il fait un gros chagrin parce qu'il n'est pas avec sa maman ou avec son papa, peut-être qu'il peut aussi envoyer un petit message à son parent qui n'est pas là. Bon, en tout cas, le parent qui est là avec lui, c'est sûr qu'il accompagne son enfant. Et là, il y a beaucoup de chagrin derrière tout ça, peut-être, ou c'est une interprétation de ma part, si ça se trouve, je ne sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, oui, on va l'accompagner de cette manière-là. C'est OK? C'est OK. On va continuer, garde-la Florence, prends soin de cet enfant qui manque de son autre parent pendant toute cette soirée, parce que c'est touchant en fait, on est tous là en train de… Alors vous pouvez aussi vous servir du chat pour envoyer effectivement peut-être des idées. Ça fonctionne. Ça fonctionne, bon voilà. Le chat fonctionne.
Le coucher, le sommeil, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder ce soir parce qu'effectivement, c'est une des situations où on peut très vite se retrouver. J'imagine que ce jeune enfant, c'est souvent le soir au coucher qu'il pleure le plus. Tous les enfants de la Terre ont pas mal d'inquiétudes, d'angoisse autour de ce temps du sommeil. Nous sommes des parents jour et nuit, ça me paraît important de le rappeler. C'est-à-dire que quelquefois on veut récupérer notre temps du soir en tant qu'adulte. Bah oui, bien sûr, je peux le comprendre. On peut leur dire aussi que ce qu'on va faire dès qu'ils vont dormir ou aller se coucher, on peut dire que c'est vraiment important pour nous d'avoir ce temps tout seul, au calme. On va regarder peut-être un film où on va se parler en couple, etc. Et que c'est vraiment important. Est-ce que vous avez des idées pour combler les besoins de proximité, de sécurité de nos enfants, de vos enfants ou de nos enfants le soir? N'hésitez pas à échanger là-dessus. On va avoir des rituels du coucher qui vont se mettre en œuvre d'une manière assez automatique, je trouve. On va lire un livre, une histoire, 2 histoires. Tiens, combien d'histoires? Je ne sais pas combien c'est chez vous. On peut se masser, on peut demander, faire ce petit temps-là, vous savez, de qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la journée. Ça, c'est très intéressant comme question. Pas ce qu'on a le moins aimé, évidemment, parce que là, on va avoir quelques décharges. Et comme notre vie trépidante fait qu'il faut quand même bien se coucher, dormir, hein, parce que le demain, il y a l'école, ou demain, voilà. Bon, on ne va pas demander ce qui ne va pas à cette heure-là. On demande ce qu'on a le plus aimé. On va se connecter à des hormones plutôt tranquilles, quoi. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur le coucher? Vous avez des idées? Vous communiquez là-dessus? Il va pouvoir s'assurer, il doit, de mon point de vue, s'assurer qu'il peut venir nous retrouver s'il a peur la nuit. Un petit matelas par terre près de nous, ou alors, je ne sais pas, enfin bon, il doit pouvoir se rassurer assez rapidement. Quelquefois, ne serait-ce que de lui dire ça, il s'endormira plus vite, ou il se réveillera moins la nuit. Ça peut être une belle idée. Ne serait-ce que, encore une fois, c'est une histoire d'être considéré dans le fait que j'ai peur d'être seule dans ma chambre le soir. On peut vivre aussi l'expérience d'aller se coucher un petit peu plus tard que d'habitude ou même quand il y a l'école le lendemain. Je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise avec ça, mais ça peut être une expérience. Là aussi, on va vers l'autonomie et dire peut-être à notre enfant, bah toi, moi je ne suis pas super OK parce que le matin, je vois bien que tous les matins, je dois te réveiller, que c'est compliqué pour te réveiller, etc. Ça demande du lâcher de prise. Je vois que Camille, tu aussi là. Mais en même temps, si le deal, c'est que demain matin, il se réveille, qu'il va à l'école et voilà, en fait, peut-être qu'on peut vivre cette expérience ou peut-être qu'on peut la vivre le week-end avec des plus jeunes. Ils sont peut-être contents de vivre cette expérience. Regardez, c'est vachement valorisant quand même cette histoire de se coucher un petit peu plus tard et de vivre ça. J'ai une question du coup. Je reviens pour pouvoir parce que je pense que ça va faire partie de ce que tu comptais dire et sur la peur du noir. Donc c'est Vanessa qui nous dit: mon fils de 9 ans a toujours peur du noir et ça l'angoisse. Ah ouais, ça c'est angoissant le noir. Donc voilà, tout est dit. Ah ouais. Donc, je pense, alors il n'y a pas de question, Vanessa, mais je pense il n'y a pas de que, question, en fait, mais non, c'est un constat. Voilà, tu cherches peut-être des réponses, peut-être des petites solutions, peut-être des trucs et astuces. Tu l'écoutes, ton enfant. C'est vrai que ça fait peur, le noir. On a quelquefois peur des monstres aussi ou des fantômes. Le soir, on a peur des fantômes. Non, pas vous? Alors, il y a un jeu qui s'appelle Au placard les monstres. Au placard les monstres. Ah, oui. Oh, je te remercie beaucoup. Oh, c'est super que tu fais ça, Alexandre. Ça, c'est bien, Au placard les monstres. Alors, pourquoi je vous l'amène? Parce que, quelquefois, effectivement, nos enfants, ils ont peur.
C'est un jeu qui consiste à se servir de notre colère, notre puissance de colère, de dire « Au placard les monstres !» Et on met le monstre dans le placard et on lui tape dessus pour surmonter la peur de la nuit. Voilà, ça marche. Ça, c'est quoi que ça marche? Je ne veux pas vous donner des outils qui marchent, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il n'y a pas forcément d'outils qui marchent, il y a qu'on cherche des choses. Et le fait de considérer notre enfant dans sa peur du soir, et je n'ai pas d'action pour ce genre de choses, c'est juste des outils. Voilà, le soir, ça peut être aussi un vrai moment de qualité avec notre aîné. L'aîné, c'est celui qui peut avoir effectivement cette petite demi-heure, cette heure supplémentaire par rapport aux plus jeunes. Il va être bien aimé. Hein. Alors, un aîné qui va bien dans une fratrie, c'est toujours ça de gagner, en fait. Ça va mieux coller, la vie de famille. Hein. Ça, c'est sûr. Il va beaucoup moins décharger lui-même et du coup, moins faire payer à ses petits frères et sœurs son sentiment d'injustice ou je ne sais quoi. Donc, les petites 5 minutes ou un quart d'heure ou demi-heure de plus pour l'aîné, ça peut être une bonne idée aussi. Peut-être que ça vous parle. Allez, on continue sur le repas. Le repas, ça aussi, c'est une situation où il peut y avoir pas mal de malentendus. Comment est-ce que vous vivez leur besoin de manger? Quand est-ce que leur corps réclame et leur besoin d'explorer leur monde à table? L'enfant, le bébé, surtout le bambin, il va sursauter, cracher, il va reprendre son truc, et hop, l'assiette est par terre. Hein? Il mange un seul aliment pendant toute une période. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça chez vous, mais alors il veut grignoter souvent, mange très très peu finalement. Ça c'est physiologique, hein. On ne va pas s'inquiéter. C'est nous, adultes, qui avons fixé ce truc, ou nos adultes, nos parents adultes, qui avons fixé qu'on mange 3 fois par jour. Mais par exemple, un bambin qui est encore allaité ou voilà, en fait, il va manger plus. Vraiment, il ne va pas manger 3 fois par jour. Lui, il va beaucoup plus manger régulièrement. Ce qu'on appelle, nous, grignoter, c'est faux. Ce n'est pas du grignotage au sens mauvais du terme, en fait. C'est même peut-être très, très bien, finalement, de manger un tout petit peu par petit peu. Voilà, donc quelquefois il ne va pas manger, en fait le lendemain on voit qu'il est malade, donc il aura eu bien raison de ne pas manger. Mais quand même, ces situations à table, ça peut vraiment nous faire péter les plombs. Je ne sais pas vous, mais il y a quand même des moments où quand il veut patouiller dans la purée et que vraiment, ce n'est pas du tout le moment, on n'est pas du tout d'attaque pour ça, en fait. Donc ça peut être embêtant. On va peut-être lui proposer une alternative. C'est là qu'on chausse notre casquette de parents créatifs. On va lui proposer, je ne sais pas, d'aller patouiller dans le bain juste après. On va fabriquer une purée, un pâté dans le bain avec je ne sais pas quoi, du savon, du je ne sais pas quoi. Bref, on va devoir créer des choses. Encore une fois, il y a beaucoup de pays dans lesquels on mange avec les doigts. Hein. Je peux aussi, j'ai envie de dire ça ce soir parce que le fait que des enfants ne prennent pas leur couvert, quelquefois, ça nous exaspère grave. En fait, bon, c'est pas si exceptionnel que ça. Je pense qu'on peut essayer quand même de lui faire confiance dans le fait qu'il sait ce dont il a besoin de manger. Après, comment est-ce qu'on va survivre au fait qu'il ne tienne pas à table? Ça, c'est notre problème en fait. Parce qu'un enfant de 2 ans, il ne reste pas à table. C'est comme ça. Il ne peut pas rester une demi-heure à table comme nous. Donc, on va s'occuper de nous par rapport à nos propres colères, d'où ça vient la tension que je ressens pendant les repas. J'ai été forcée à manger quand j'étais enfant. J'ai dû rester longtemps à table comme ça, à devoir avaler et que c'était dur et qu'on ne voulait pas la manger, cette viande, et que c'était coincé là, etc. C'était comment l'ambiance des tables à table quand vous étiez enfant? C'était devant la télé, il fallait... Il y avait les informations, etc. C'était... Voilà.
Vous avez une histoire avec, on a tous une histoire avec la nourriture et nos enfants viennent se confronter à notre histoire de cette manière-là. C'est brutal pour eux parce que eux, ils ont ces fameux besoins de manger quand et ce que le corps réclame et d'explorer. On va continuer, si vous le souhaitez, de chatter. Il y a une petite question. Ah! Alors, hop, je réapparais pour pouvoir la poser. Du coup, de Valentine, qui est je précise, une administratrice de l'UDAF. Ah, super. Chez Jumeaux et Plus. Du coup, à quel âge on peut lui demander de rester à table pendant un repas court? Il n'y a pas de réponse. Franchement, il n'y a pas de réponse. Si tu as des jumeaux, en plus, j'imagine qu'ils se font une interaction folle entre eux. Moi, j'ai envie de dire, fais en sorte que les repas soient agréables. Et c'est pas une injonction que je te donne. Hein. C'est pas le truc, fais ci, fais ça. Si nous, on va prendre du plaisir à manger, que ce soit chouette à table, peut-être qu'ils vont prendre plaisir à l'être. Il y a des mouvements à table quand même. Hein. Les enfants, même grands, je vais vous dire grands. Bon, en tout cas, moi, je trouve qu'on bouge quand même. Ça bouge à table. D'où ça vient le fait qu'il ne faut pas bouger quand on est à table? Après, pour la digestion, pour le fait, moi, je sais que là, je suis pas mal dans cette histoire. J'essaie vraiment d'inviter mes enfants à plus mâcher, à prendre plus de temps. Bon, ils ont 13 ans et 10 ans, mais c'est pareil aussi pour plus petits. C'est sûr, ça fait partie de nos apprentissages petit à petit. Voilà, on essaie de mettre ça. Rester à table, ouais. J'ai une autre question et après, il va falloir qu'on avance. Donc, oh là là, le temps. Oui, le temps. Le temps file. Que faire quand l'enfant ne veut même pas goûter et dit directement qu'il n'aime pas? Non, j'aime pas. Ça viendra certainement un jour, mais oui, il y en a. Alors, quel âge il a? Enfin, il est petit. Je sais pas. Normalement, c'est 0,6 ans. Ouais, normalement, c'est vrai que c'est 0,6 ans. Donc là, c'est toi, avec toi-même, qui vois comment cette histoire de goûter, est-ce qu'il faut goûter, est-ce qu'il faut aller vers un aliment quand on le trouve sexy et généreux, ouais. La carotte, est-ce que c'est cuite, est-ce que c'est râpé, est-ce que c'est râpé comme ci, est-ce que c'est râpé comme ça, la sauce qui va avec, on va cuisiner avec nos enfants. Confectionnons des choses avec nos enfants. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est bien de cuisiner avec nos enfants. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est le meilleur moyen. C'est pas mal, surtout à petits, ils ont super envie. On leur donne un couteau, ils se débrouillent très très bien avec les couteaux, les petits enfants, très jeunes, plus jeunes que ce qu'on pense d'ailleurs dans nos sociétés. Ils vont se sentir très heureux de couper et du coup de participer. Il y a aussi les tours là pour les bambins. Moi, je n'ai pas eu ça pour mes enfants, mais j'ai vu qu'il y avait des tours comme ça. Alors, comment ça s'appelle? Voilà, des bêtises, non des expériences. Ça, ils se déplacent, ils ont tout un monde à découvrir. Le besoin d'explorer, d'apprendre. Kitri, la semaine prochaine, va beaucoup nous en parler. C'est son sujet. Elle aura son heure là-dessus. Moi, c'est une étape que j'ai trouvée absolument passionnante. Évidemment, je n'ai pas arrêté de surveiller, nettoyer, réparer. Ça, je ne dis pas du tout le contraire. Mais alors, vraiment, c'était assez captivant. Mais c'est quand même chaud patate, hein, cette période. Hein, quand il se met à manger la terre des fleurs, quand il a bien bourré de papier toilette le petit lavabo et allumé le robinet derrière nos regards, etc., et que tout est inondé, c'est chaud patate. On a quand même des comportements quelquefois un petit peu stressants dans ces moments-là, parce qu'on panique en fait. Qu'est-ce que c'est? Là, je vois là cette photo où le petit enfant se crayonne. Vous savez, moi j'avais eu ça, les gouttes de tampon sur le mur. Bon, c'est quand même, ça peut nous réactiver énormément. Donc, ça fait partie de notre sujet de ce soir. On l'a là, on le sait, quand nos enfants font ces expériences passionnantes. Non, ce ne sont pas des bêtises, c'est des expériences et ils ont absolument besoin d'assouvir ça. On arrive dans donc on les a en tête.
La crise de rage, la grosse colère. Quand on est en atelier de parents, évidemment, j'ai des parents autour de moi et là, oh là là, à chaque fois, je l'illustre en le faisant, cette colère. La colère, c'est expansion. On ne peut pas dire « je suis en colère ». Ça, c'est pas une colère. Ça, c'est pas vrai. C'est pas une colère. La colère, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement organique. Alors, j'ai un tout petit peu juste en et ils la ressentent beaucoup quand on leur dit stop. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai oublié de dire, mais c'est quand on leur dit non, quand on leur dit stop, quand on leur retire un objet qu'ils le voulaient. Ça, c'est terrible. Il exige, il se roule par terre, il exige et il exagère. Voilà, il se roule par terre. Ou la crise de rage. Tiens, la saucisse de cornichou. Ça, c'est notre lit fétiche. Petit clin d'œil pour mes enfants. La saucisse de cornichou. Alors, la maman de cornichou, elle m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Vous pouvez le trouver à la bibliothèque. Hein, ce livre, c'est un vieux livre, parce qu'elle m'inspirait pour son self-control. Quand cornichou, il se met à jeter sa saucisse, je peux vous dire qu'il faut quand même s'accrocher. Et elle est impeccable, cette maman cornichou. Donc, voilà. Les crises de rage et les colères. On peut y revenir. C'est le truc, je ne sais pas chez vous, mais moi, je trouve que quand on a une vie de famille, il y a tout le temps des crises. Il y a pas tout le temps des crises de rage, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup d'émotions dans une vie de famille. Alors, et il y a des colères. Alors que dans notre société, pas beaucoup. Pas si. On manifeste quand on est en colère pour se faire entendre, d'ailleurs. Donc, on peut l'avoir en tête qu'on a besoin d'être entendu. Voilà. La colère est expansion. Processus physiologique de décharge des tensions accumulées. Donc, un processus de guérison. On n'est pas méchant, on n'est pas vilain quand on se met en colère. C'est universel comme émotion. Tout le monde ressent de la colère. Si on tape dans mon rétro, qu'on me casse mon rétro, je suis très en colère. Voilà. Je crie dans ma voiture, je râle, j'insulte. Voilà. S'exprimer souvent sur celui qui a posé, s'exprime souvent sur celui qui pose une limite, souvent, oui, pas toujours, d'une manière plus générale, c'est souvent sur la figure d'attachement que les colères arrivent. Hein. C'est nous, les super, là, qui allons recueillir cette crise de rage. Quand j'ai lu qu'elle pouvait durer en moyenne 20 minutes, quand mes enfants, mon aîné était petit, moi, j'ai compris, quoi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais en fait, d'accord. C'est pour ça. Ça peut durer 20 minutes en moyenne. Quand ça dure 5 minutes, on a de la chance. Quand ça dure une demi-heure, c'était pas le bon jour. Voilà. C'est une moyenne, 20 minutes. La dernière fois que j'ai été très, très en colère, je ne suis pas redescendue en 2 minutes parce qu'on m'a dit « Oh, mais tu sais, la colère, tu es en colère. » Non. La colère, elle se décharge. On va le regarder après sur le truc d'après. Comment ça se fait? Non, c'est moi qui vous le dis, excusez-moi. La colère, elle s'exprime, elle se décharge, elle est expansion. L'enfant, il va taper ou on va peut-être le diriger vers une source de boing boing pour qu'il saute sur le trampoline ou taper avec une raquette sur le canapé. Il va falloir qu'il fasse des grands gestes, l'enfant, pour décharger sa colère. On ne peut pas faire autrement. Quand on est en colère, je ne vais pas le faire parce qu'il y a des micros et tout là, mais quand on est en colère, on fait des grands gestes. Hein, on fait des gestes, on fait des trucs comme ça, on tape les portes, etc. Nos enfants l'expriment encore plus que nous, puisque leur cerveau, encore une fois, est immature. C'est quand même très organique, la colère. Hein. Donc, bon, ça rigole pas, la colère. T'as vu, ça m'énerve. J'ai fait un zoom sur toi, du coup. Vous voyez, j'aime bien rentrer dans ce sujet-là. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce qu'encore une fois, c'est vraiment notre actualité de parents. C'est quelque chose qu'on accompagne tout le temps. La colère, elle va donc demander cette fameuse décharge pendant laquelle c'est pas la peine de faire appel à la raison. Ça ne marchera pas. L'enfant, là, il est sur une autre connexion que
néocortex, donc la partie du cerveau qui va comprendre, qui va mettre de la raison. Il n'est pas là-dedans. Il faut décharger la colère. Et je sais encore une fois que ça va peut-être gêner des gens ce soir ou on va me dire, mais quand même, les outils, etc. Il va falloir crier, en fait. Voilà, c'est dit. Après, on s'en reparle à froid, qu'est-ce qui s'est, voilà, comment c'était pour toi, etc. Mais on passe le relais. Hein. Si vraiment on n'y arrive pas du tout et qu'on est complètement dépassé par cette crise de rage, et franchement, ça peut arriver, on passe le relais. Ou si vraiment on n'accepte aucune colère de nos enfants, c'est pas possible. Moi, j'accepte pas la colère de mon enfant. Qu'est-ce qui c'est, je comprends pas, ça m'énerve trop, je lui pique sa colère, tiens. Donc, quand il se met en colère, je me mets encore plus en colère que lui. Ça peut arriver, ça. Hein. Ça peut arriver quand on est fatigué. Ça peut arriver, voilà. On ne va pas tout le temps accompagner nos enfants superbement dans leur colère non plus, hein, parce qu'encore une fois, nos propres besoins sont là. J'ai envie de vous dire aussi que il y a besoin de l'exprimer, la colère, et il y a besoin d'une réparation. Ça me paraît quand même assez important de dire que quelquefois, après une grosse colère, on a besoin de la réparation. Ça peut être un câlin, ça peut être des excuses, ça peut être on répare le truc cassé, ça peut être voilà, un changement. La colère appelle à ça. Un temps de discussion, etc. Voilà. Il y a souvent de la tristesse derrière la grosse colère. On l'a vraiment vu. Hein. S'écarter des regards quand c'est possible. Les regards des autres nous gênent quand on accompagne une colère et vraiment, surtout des plus proches. Bizarrement, voilà. Il ne faut pas être proche de nos proches. Ou des regards des autres. Alors, quelque chose qui peut fonctionner très bien aussi, parce que l'enfant, il va avoir besoin, peut-être que les vôtres ont eu besoin de ça, de taper, en effet. Quelquefois, on ne peut pas effectivement toujours taper. Le fait de les faire pousser dans nos mains peut être une très, très bonne idée, parce que c'est un support. Ils vont pousser, ils vont pouvoir avoir une résistance, et cette résistance leur permet de décharger leur colère. Ça va durer le temps que vous pouvez. Vous ne l'écrasez pas, vous ne vous faites pas écraser, vous résistez. Quand ils sont petits, c'est vraiment possible. Ados, bon, c'est déjà, on a quelques séances de kiné, non. Mais voilà, on va. Après, on peut aussi, il a pu décharger. Oh, t'es trop fort. Toi, continuer en jouant, en chahutant, ça peut très très bien être possible. Switcher de la colère à la joie, on le voit dans leur anniversaire, à quel point on peut. Alors, les anniversaires, on passe de la joie à la colère de temps en temps, tellement qu'il y a d'excitation et tellement qu'il y a de sucre aussi quelquefois. Là, je vous ai apporté plein aussi de roues des émotions. Il y en a des super. L'autrement dit, ça c'est. Alors la météo du jour, tout ça, ça peut vraiment fonctionner. Ça, c'est des petites roues assez faciles. Et puis des plus complexes pour les plus grands. Et ça, c'est une échelle de la colère. Et verbaliser les émotions, c'est quand même de plus en plus. Alors, pas pendant la crise de rage, hein, pas pendant le pic où vraiment beaucoup comment ça s'appelle d'organique, hein, mais après, verbaliser, t'en es où, t'en étais où, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Elles sont jolies. Ça, c'est Bougribouillon, c'est un site que j'aime bien. Et au moins, l'enfant, il apprend ce qu'il vit. Là, on est quand même loin, quand on les accompagne comme ça, on est loin de t'es vilain quand tu fais une colère. Bougribouillon, comme ça s'écrit ça. Bougribouillon, tiens, je te le. Oui, comme ça, je vais pouvoir l'écrire. Ça, c'est sympa aussi. Les autres, c'est des. Il y en a plein. Il y en a plein des cartes, des émotions. Quelquefois, on ne sait pas trop comment s'en servir d'ailleurs. On a tellement d'outils que. Mais voilà. Le jeu, du coup, quand je vous disais, on peut, basculer dans le jeu, le chahut, oui. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on a à explorer soi-même parce que c'est pas si facile que ça. On a quelques freins. Excuse-moi, voilà, je vais mettre clac. C'est moi qui ai la main. La joie de vivre en famille. Regardez la photo en haut à droite.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Voilà, alors ça, c'est la joie de vivre en famille. Le rire permet de décharger les tensions accumulées. Quand je dis c'est fatigant de jouer moins qu'une crise de rage, non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, voilà, mon choix est fait. Si je peux faire décharger des émotions vives en jouant, en riant, le rire est une décharge émotionnelle aussi qui nous permet de lâcher les tensions. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques exemples. La couverture. Là, c'est le petit qui tire la couverture. C'est pas logique. Ça, c'est des illustrations qui sont dans le PEPS magazine de parentalité créative. Mais je vous dirai ça à la fin. Enfin, je vous mettrai ça. Et là, c'est le parent normalement qui lâche, qui tire les enfants. Et quelquefois, les enfants se mettent à tirer aussi quand on est crevé. C'est vrai, en même temps. Ça, ils adorent ça. J'ai amené ça aussi. On peut jouer à mentir avec nos enfants, Pipolo. Voilà. Et Pipolo, je vous le cite comme ça, on va pas, pardon, on va pas. Voilà, je l'ai cité, par exemple. Voilà. On peut toujours avoir un petit ballon de baudruche avec soi, c'est toujours très très bien. Un petit ballon de baudruche pour. On est dans les temps, on est moyen. Il tape, je fais quoi? Ça résonne. On est moyen et en même temps, il y a tellement de choses qu'on est très bon en fait. D'être ensemble, non? On est bien ensemble? On est très bien ensemble. Bon, bah super. Mais on ne peut pas y rester trop longtemps non plus parce que… Alors… Il est rigolo ce ballon de baudruche quand même. Alors j'ai une question. Ah oui. Où, je vais revenir et soumettre la question. Donc c'est Gladys qui nous dit « Mon fils me fait des colères terribles quand je l'empêche de prendre un jouet à sa petite sœur. J'ai beau lui expliquer, mais il reproduit constamment ce comportement. Comment éviter ces moments très conflictuels ici ?» Ouais, alors ça aussi c'est la fratrie. Tu peux lui faire des demandes, leur apprendre à faire des demandes très très petits. Je reprends celui-là, mais je te donne l'autre jouet. Ça marche un temps. Il y a un moment, ça va plus marcher. C'est la vie. Mais tant que ça peut marcher, essaye ça. Là aussi, on est dans le fait de leur proposer… alors, on peut vraiment leur proposer des réponses et des solutions aux enfants, mais ils en ont plein d'autres. Tu peux aussi lui demander, bah voilà, comment tu peux faire pour… C'est marrant, ça, c'est le grand qui prend le jouet à sa petite sœur. L'empêche de prendre un jouet. Attends, mon fils me fait des colères terribles quand je l'empêche de prendre un jouet à sa petite sœur. Oh, écoute, entre eux, ils vont se débrouiller sur ce coup-là. Il y a un grand garçon et une petite fille. Et je pense qu'ils peuvent se combiner. Dis juste à ton fils, donne-lui cette histoire qui propose à la petite autre chose. Parce que c'est possible que ça soit vraiment… C'est OK pour elle, a priori, tu vois, c'est bien possible. J'aimerais quand même évoquer le fait qu'il peut taper. Parce que dans cette crise de rage, effectivement, il peut taper. Alors, oui, c'est ça, on est dessus, pardon. Un peu sous stress. Le protéger de lui-même, protéger ce qu'il peut atteindre, nous interposer physiquement sans violence. C'est intéressant de se dire qu'on peut utiliser notre force et même intervenir physiquement sans violence, non ? C'est quand même très, très différent de dire mais ça va pas, puisque c'est comme ça, on n'ira plus chez les copains. Et non, on ne mord pas les autres, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Il y a des périodes où on va devoir être collé serré auprès d'eux. Ils sont dans leur parc, là, dans leur château, ils sont petits, ils voient un enfant arriver, paf, ils le tapent. C'est très rapide. Là, c'est des périodes où on peut rester vraiment près d'eux parce qu'on sait que ça va arriver. C'est son territoire, même si c'est dans le parc, c'est son territoire, il joue. Donc, il ne comprend pas pourquoi il y a quelqu'un qui arrive. Et ça, il faut vraiment être
pas loin. L'enfant qui agresse les autres, hein, c'est souvent un enfant qui a peur. En tout cas, en crèche, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on constate aussi. C'est intéressant d'aller voir s'il a peur derrière. Essayez, c'est peut-être une piste. S'il a besoin d'être rassuré, regardez à quel point, si je ne sais pas si on le retape ou si on, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire à un enfant qui tape. Moi, je pense qu'on a à l'empêcher, à accompagner ses gestes pour que la main ce soit pour caresser ou pour se mettre dessus, mais pas taper. Il y a des périodes où on va devoir, par contre, être très, très, très vigilant parce qu'ils vont taper, il y en a qui vont mordre. C'est une période. On peut leur proposer de Sandrine qui est intéressante parce que du coup, il y a le jugement aussi des autres, le regard des autres sur voilà, quand son enfant tape et c'est très dur ça à gérer. Alors là, tu vas prendre en considération, comment elle s'appelle Là, c'est Sandrine. Sandrine, là, en considération l'enfant qui a été tapé par ton enfant. Tu vas lui faire preuve d'empathie. Et puis, pour lui, l'enfant. Et puis aussi, tu vas pas oublier de faire preuve d'empathie pour la maman de l'enfant qui a été tapé. C'est super dur d'être le parent d'un enfant tapé. Et donc, cette personne va avoir besoin pour se sentir un peu considérée et lâcher, elle, sa tension, qu'on lui dise oh là là, c'est difficile quand nos enfants sont tapés. Voilà, tu vois. Il y a quand même... du coup, notre enfant tapeur qu'on prend en considération la victime, hein, quand même. Donc, je trouve que c'est assez modélisant, moi. Je ne sais pas vous. Alors ensuite, j'ai deux autres oui, questions. On arrête alors. Alors, je ne sais pas, du coup... on a Elisa qui dit ma fille pince son petit frère parfois en excès de colère. Je lui répète la même chose, que les mains sont faites pour caresser et qu'il n'a rien demandé. Savoir pourquoi elle fait cela. Là, c'est l'attention. Peut-être qu'elle a besoin d'apporter l'attention, d'attirer l'attention de son grand frère. Et elle a choisi ce fonctionnement-là. Ça nous paraît pas le plus approprié, mais c'est le sien. Donc, on doit vraiment faire beaucoup de d'attention auprès d'elle, justement, d'être très, très vigilant dans ces moments-là. Ça, c'est sûr, c'est une période super difficile. J'ai l'impression que plus on va considérer le fait que, que c'est important pour elle de faire ça, que c'est pas OK, en fait. On n'est pas d'accord avec ça. On va le dire, le redire, le répéter, le répéter, répéter, enfin bon, voilà. Et l'accompagner dans ce geste, ça va s'arrêter. Plus ça va être considéré, plus ça va s'arrêter vite, hein, finalement. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire, qu'il y a une pertinence dans le fait qu'elle fasse ça, même si effectivement, socialement, c'est complètement incorrect. Il y a une pertinence qui est là et il y a à être vraiment proche d'eux. C'est pas une fratrie qu'on peut laisser seule en ce moment. C'est embêtant, hein. Quelquefois, même à la naissance d'un bébé, on ne peut pas laisser les aînés avec le bébé. Hein. Il y a quelque chose à entendre chez l'aîné. Alors là, ça répond un petit peu à notre histoire de fratrie quand même. Encore une fois, l'aîné est vraiment il peut avoir engrangé de la colère, de l'amertume, à être frère et sœur, enfin avoir eu un bébé dans sa vie. Encore une fois, partager le même territoire et les mêmes figures d'attachement principaux, on s'accroche. Hein. C'est quand même, il y a de quoi faire des sales coups. Alors, j'ai Marion qui demande... Mais faisons des enfants. Marion qui demande quand même, et là c'est une bonne question aussi, parce que du coup, il y a des enfants qui tapent sur le moment, qui font la crise de colère sur leur côté. Mais là, elle a son fils de 4 ans qui se met à taper, soit sur elle, soit sur son petit frère, pendant qu'il est en colère. Et du coup, il les poursuit. Donc, en fait, elle dit comment faire à part le ceinturer le temps que la colère se passe. Ouais, l'empêcher physiquement, il n'y a que ça à faire. C'est pas le ceinturer du tout. L'empêcher physiquement, c'est ne pas être violent soi-même déjà avec lui. C'est le contenir. Je suis d'accord avec toi. Il peut pas faire du mal à l'autre. Il peut pas aller casser, je sais pas quoi. Il peut pas. On va pas le laisser se faire du mal à lui-même non plus. Ça me paraît quand même important de le signaler.
parler. Donc, ouais, là, il y a… Alors, moi, j'avais lu, par contre, dans les livres qu'on contorsionnait, là, qu'on enfermait l'enfant. Moi, je suis pas OK. Pour moi, mes enfants, ça les rendait complètement dingues et je peux le comprendre. Cette histoire de les fermer énormément, accompagner le geste. Tu vois, là, un peu le mouvement du self-control. J'en fais pas. Du self-défense. Self-défense. On accompagne le geste, je crois, en self-défense. Donc, si c'est une image qui peut te parler, ça peut être pas mal. Mais ouais, il faut… il y a des périodes… Voilà, on avance. Allez. Donc, effectivement, dans ce… je vous ai fait tout un topo sur les règles, que c'est passionnant les règles, mais vous voyez le gros sujet qui nous arrive. On a à poser des règles. Les règles sont très claires pour tout ce qui est sécurité. Ça, on sait très bien faire en général. Et l'enfant, on va l'accompagner. Les habitudes à prendre, on va leur faire avec eux. Voilà, ils vont pas obéir à nos ordres. Alors, je pense que l'être humain résiste aux ordres à tout âge, déjà. Donc, l'enfant aussi, finalement. Il n'y a pas de raison. L'être humain résiste aux ordres à tout âge. Je le répète une deuxième fois. Pourquoi on s'attend à ce que nos enfants répondent à nos ordres, en fait ? Moi, si on me donne un ordre, si Camille, là, il y a un mois, elle m'avait dit, bon, écoute, de toute façon, tu as signé un contrat, Catherine, donc tu es obligée de faire cet atelier à distance, en visio, je sais pas quoi, là, devant une caméra. Eh bien, si elle m'avait dit ça comme ça, eh ben, j'aurais dit, bah, écoute, c'est ce qu'on va voir. Et puis, j'aurais été malade le jour même. Voilà, Camille. On l'a fait de façon intelligente. Tu m'as écouté. Tu as écouté mes peurs. Tu m'as accompagnée. Tu m'as accompagnée dans mes peurs. En l'occurrence, vous voyez, ça, c'est pas la colère, c'est la peur. Et finalement, eh ben, ça va. Je suis contente d'être là, merci. Mais je vais être obligée de te couper parce que le temps passe et voilà. Donc les règles, les limites sont les pires pour nous parce que les limites, on les fixe, paf, d'une seconde à l'autre, en fonction de comment ça s'appelle, de notre humeur, de notre fatigue. Ça va être le pire. C'est là qu'on va devoir être très, très créatif. On a dit hier oui, aujourd'hui c'est non. Vous reconnaissez cette situation ? Pour l'enfant, c'est très, très pénible. On leur dit oui hier et aujourd'hui c'est non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va leur parler de nous. On va leur dire, pour moi, hier, c'était OK. Pour aujourd'hui, c'est pas OK. Je suis fatiguée. Moi, j'ai besoin de ça pour moi. Regardez les besoins. On parle de nous et de nos propres besoins. Et à partir du moment, là, j'ai une connexion avec moi-même et meilleure avec les autres, donc mes enfants. Ce n'est pas la conclusion, Camille. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? Dis-moi. Eh bien, oui. On en est où ? 23h13. Comment vont les gens ? On les a… 22h13. Pas 23h, sinon il y en a qui sont partis, mais on en a beaucoup qui sont encore là. Donc, Bon, alors, on reste encore 10 minutes, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, derrière ces comportements, regardez ce que je vous ai mis. Il y a aussi c'est OK ? 3 minutes ? 3 minutes. Il y a effectivement comment on nous a posé nos limites à nous. Hein, donc, voilà. La fratrie, c'est effectivement vraiment… C'est le moment où il va y avoir beaucoup de crispation. Moi, je vous ai mis la règle des 2 P. Vous en faites ce que vous voulez, intervenir ou pas. Protection, permission. Protection, comme tu disais tout à l'heure, Sandrine, mon enfant tape, je ne lui permets pas, je protège les autres, je protège son petit frère, je protège, etc. Permission, de temps en temps, on leur laisse la possibilité de vivre ces moments de conflit parce qu'on sait qu'en ce moment, ils ne sont pas trop à se taper. Et du coup, voilà, le rôle de médiateur. J'aime bien aussi ce livre, Silence la violence. On est des médiateurs, des hiboux dans les conflits entre nos enfants. Ça, c'est un livre qui ouvre au dialogue sur d'autres possibles que la violence, comme son nom l'indique. Donc, ça peut être très, très bien pour la fratrie.
Voilà, et je vous parle quand même la dernière seconde des chauds doudous. Les chauds doudous, parce qu'au début de vie, les bébés, on va avoir besoin de beaucoup de contacts physiques affectueux. On va les masser, on va les toucher, on va les porter. Bientôt, ils seront grands, ils ont encore besoin d'être touchés, mais davantage par des mots, par des intentions. Donc le conte chaud et doux des chauds doudous que je vous ai mis là, avec tous ces chauds doudous ou des douches chaudes qu'on peut appeler ça, ça construit effectivement de grandes relations. C'est vrai, nos enfants ont tellement besoin d'être considérés qu'ils sont prêts à venir chercher des coups pour que l'on les considère. Ça s'appelle des signes de reconnaissance négatifs. Je trouve qu'on peut leur offrir plutôt plus de signes de reconnaissance positifs, des chauds doudous, je suis bien avec toi, on t'aime comme tu es, etc., etc. Imbibez-vous de ça, déchargeons nos propres tensions en tant que parents, parce que en effet, ça peut nous charger en tension toute cette vie de famille, et voilà. C'est fini? C'est fini, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien, ça y est, on se quitte. Mais là, j'ai pas de questions, mais tu n'avais pas d'autres slides à nous partager? Moi, ce que je peux partager, c'est le fait que je travaille en Gironde, j'accompagne des parents et donc des professionnels de la petite enfance, de l'enfance, mais ça, vous le savez déjà, mon petit nom, c'est Par Enthousiasme. Des cycles parentaux, il y en a en cours, il y en a prochainement, etc. Bon, vous pouvez cliquer sur parenthousiasme.fr, je fais ma petite pub, hein, Camille, on est d'accord, oui. Parce que déjà il y a mes événements prochains et aussi parce qu'il y a beaucoup de ressources dessus, notamment ces fameux là, les petits documents que vous voyez en haut à droite. Là, c'est des gros, en fait, c'est chargé de comment ça s'appelle, d'astuces, et vous pouvez vraiment continuer à approfondir le sujet grâce à ces ouvrages qui sont gratuits et qui sont très très passionnants. Je peux aussi vous montrer quand même le dernier livre de Catherine Dumontet-Crémer. J'avais envie de le montrer parce que je viens de l'acheter et que franchement, parentalité créative de 0 à 6 ans, ça tombe pile poil, on est dans nos trucs. Hein. Il est magnifique avec plein de beaux dessins, donc ça fait vraiment du bien. Et la semaine prochaine, ça me tenait à cœur aussi d'introduire Kitri, qui est de Gironde aussi, et Kitri qui va nous parler de l'autonomie. C'est complètement en sujet, le même sujet, enfin la continuité de notre sujet. On est très très en alliance autour de ça, et quelquefois il peut nous arriver de beaucoup gêner nos enfants. Vite, il faut qu'ils dorment. Vite, il faut qu'ils grandissent. Vite, il faut qu'ils soient propres. Vite, il faut qu'ils comprennent le monde. Wow! Vite, non, en fait, il va, comment dire, c'est lui qui va choisir quand il sera prêt. Donc, voilà, Kitri fera la suite la semaine prochaine. Merci Catherine. Merci pour cette belle énergie, merci pour cette belle intervention, merci pour toutes les choses que tu as pu dire. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de chats. Qui se sont échangés et voilà, et encore merci d'avoir fait cette belle expérience. Merci à vous tous d'avoir participé. Juste un petit mot, on a des intervenantes formidables parce que pendant que Catherine parlait, il y avait Corinne Mascaro aussi qui est intervenue la semaine dernière et qui chattait et qui apportait des réponses et qui même son dernier chat s'adressait à Catherine et proposait peut-être un jour de poursuivre autour d'une table ronde. Alors Corinne et Catherine, oui, avec grand plaisir, on sera avec vous pour organiser ça. Ce sera toujours avec grand plaisir de vous réunir toutes les deux. Avec plaisir, Corinne.